Avant que des empires puissent naître, les anciens royaumes doivent disparaître. Leur disparition est rarement silencieuse. En 646 avant notre ère, le roi assyrien Assurbanipal accomplit un acte sans précédent. Il ne se contenta pas de conquérir l'élam, il l'anéantit. Une civilisation millénaire, dont les rois avaient jadis vaincu les souverains babyloniens, dont les ziggourats de Suse semblaient s'élever jusqu'au ciel, fut réduite à néant. Assurbanipal ne laissa rien au hasard. Il ordonna que les tombeaux des rois élamites soient ouverts et que leurs ossements soient dispersés aux quatre vents. Du sel et des malédictions furent semés dans les sillons où poussait jadis l'orge. Sur ces inscriptions d'argile, il proclama avec fierté: « J'ai transformé leurs terres en pâturage pour les ânes sauvages. » Ce fut l'apogée de la puissance assyrienne, un triomphe brutal et sanglant, dont les échos résonnèrent de l'Égypte au plateau iranien. Mais tout sommet n'est qu'un point culminant avant la chute. En détruisant l'élam, la Syrie créa un vide que la nature et la politique abhorrent. C'est là, à l'est de la Syrie déchirée par le chagrin, dans les vallées brumeuses et les plateaux rocailleux des monts Zagros, qu'une nouvelle puissance prenait racine. Elle n'était pas encore cartographiée. Son nom se murmurait. Il s'agissait de tribus disparates, parlant des langues apparentées, se disputant sans cesse les pâturages et les points d'eau. Leur nom était les Mèdes. L'historien grec Hérodote raconte la légende d'un homme nommé Déiocès. Simple juge dans son village, sa réputation de justice était telle que bientôt, des gens de toute la région commencèrent à venir le consulter pour régler leurs différends. Voyant son pouvoir grandir, Déiocès démissionna soudainement de sa fonction, déclarant qu'il ne pouvait consacrer tout son temps aux affaires d'autrui au détriment des siennes. L'anarchie et le chaos, pires encore qu'auparavant, régnèrent alors sur les terres des Mèdes. Exténuées, les tribus se réunirent en conseil et décidèrent « Il nous faut un roi ». Et le seul homme qu'elles purent choisir était celui qui leur avait montré la valeur de l'ordre, Déiocès. Il accepta, mais posa des conditions. Une capitale, la forteresse d'Ecbatane, serait construite pour lui, entourée de 7 murs, chacun doté de créneaux peints d'une couleur différente, du blanc à l'or. Il s'entoura de gardes du corps et institua un protocole de cour strict interdisant à quiconque de se présenter devant lui sans autorisation spéciale. Ainsi, selon Hérodote, le royaume Mède naquit du chaos des luttes tribales. Qu'il s'agisse de légende ou de réalité, le récit en saisit l'essentiel. Les Mèdes comprirent que seule l'unité leur donnerait une chance de survivre et de défier l'hégémonie assyrienne. Le fils de Déiocès, Phraaorthès, hérita de ce royaume unifié. Et il hérita aussi d'ambition. Pendant 22 ans, il régna, soumettant tribu iranienne après tribu. Parmi ces tribus figuraient les Perses, qui peuplaient les terres de l'ancien Élam. Ils devinrent ses vassaux. Confiant en sa force, grisé par ses victoires, Phraaorthès décida que l'heure était venue. Il mena son armée vers l'ouest, jusqu'à Ninive, capitale du monde, cœur de l'empire assyrien. Ce fut une catastrophe. Endurcies par d'innombrables guerres, les légions assyriennes demeuraient la meilleure machine de guerre du monde. L'armée mède fut complètement anéantie. Phraaorthès lui-même tomba au combat. Il semblait que le rêve de liberté et de grandeur s'était éteint avec lui. Son fils, Siaxar, hérita du trône. Il contempla les restes délabrés de l'armée de son père et comprit. Une attaque frontale serait suicidaire. Il fallait user de ruse, d'une fureur acérée comme un poignard. Il commença par réorganiser l'armée, la divisant par corps d'armée, lancier avec lancier,
archer avec archer, cavalerie avec cavalerie. Il forgea une armée nouvelle, préparant sa vengeance. Et lorsqu'il fut prêt, il la mena de nouveau contre Ninive. Les Mèdes assiégèrent la ville, et à cet instant précis, alors que la vengeance était si proche, l'histoire prit un tournant inattendu et cruel. Du nord, des steppes infinies, une horde déferla. Des cavaliers au visage brûlé par le vent, les carquois remplis de flèches de bronze, des Scythes, ils balayèrent tout sur leur passage. Cyaxare fut contraint de lever le siège de Ninive et de déployer son armée pour faire face à cette nouvelle menace. Lors d'une bataille décisive, les Mèdes furent mis en déroute. Les Scythes devinrent maîtres de l'Asie pendant 28 longues années. Ce fut une période d'humiliation. Les cités Mèdes payaient tribut aux habitants des steppes qui se comportaient comme des seigneurs cruels et capricieux. Cyaxare se fit discret. Il attendit. Il apprit la patience. L'heure était venue. Après 28 ans de domination, les Scythes avaient perdu leur vigilance. Cyaxare donna un festin somptueux en l'honneur de leur chef. Le vin coulait à flots. Lorsque les chefs Scythes, ivres, s'endormirent, les guerriers Mèdes, jusque-là cachés, pénétrèrent dans la salle. Cette nuit-là, aucun n'échappa. Après avoir décapité les chefs Scythes, Cyaxare rassembla son peuple et chassa les derniers éléments de la horde de leur terre. Il était un homme transformé, plus un jeune vengeur, mais un souverain aguerri qui avait connu l'amertume de la défaite et la douceur d'une vengeance froide et calculée. Il avait reconstitué son armée. Et il avait compris ce que son père n'avait pas compris. La Syrie ne pouvait être vaincue seule. Au même moment, au sud, à Babylone, une nouvelle étoile brillait. Le chef chaldéen Nabopolassar se rebella et se proclama roi de Babylone, restaurant ainsi l'indépendance de la ville. Cyaxare et Nabopolassar avaient un ennemi commun et un intérêt commun, la destruction de la Syrie. Les deux rois conclurent une alliance. Pour la consolider, le fils de Nabopolassar, le futur grand Nabuchodonosor, épousa la fille de Cyaxare. Il s'agissait de bien plus qu'un simple mariage dynastique. C'était un pacte militaire visant le cœur même du vieux monde. En 614 AV/JC, les armées unies se mirent en campagne. Les Mèdes, menés par Cyaxare, furent les premiers à atteindre l'ancienne capitale assyrienne d'Assur et à la prendre d'assaut. Lorsque les Babyloniens atteignirent les ruines fumantes, la bataille était déjà terminée. Les deux rois se rencontrèrent dans les cendres pour sceller une amitié éternelle et marcher ensemble vers la conquête ultime, Ninive, la plus grande ville du monde, protégée par des murailles si épaisses qu'on pouvait y faire passer 3 chars de front, se préparait à son ultime bataille. 2 armées puissantes, animées par une soif de vengeance et le rêve d'un ordre nouveau, se tenaient à ses portes. L'ombre d'Élam, tombée un demi-siècle plus tôt, planait sur son bourreau. Le sang des Mèdes, versé aux portes de Ninive, réclamait vengeance. Une ère touchait à sa fin. Et sur ces ruines, à l'ombre de la domination Mède, un peuple vassal inconnu attendait patiemment son heure. Les Perses. Au milieu du VIe siècle avant JC, le monde tel que le connaissaient les peuples du Moyen-Orient reposait sur 3 piliers. 3 grandes puissances, telles des prédateurs, se partageaient les terres et les destins. La Babylonie au sud, la Lydie à l'ouest et la Médie occupant le vaste plateau iranien. Le roi Astiage régnait sur la Médie depuis sa capitale, Ecbatane. Il était le souverain d'un puissant empire et le grand-père d'un jeune roi perse nommé Cyrus, qui gouvernait le petit état vassal d'Anshan.
Selon la légende, le grand-père rêva d'une vigne poussant du ventre de sa fille et enlaçant toute l'Asie. Un rêve qui, un jour, le poussa à ordonner la mort de son petit-fils nouveau-né. L'ordre n'a pas été exécuté. Et aujourd'hui, des décennies plus tard, Cyrus, devenu adulte, est bien plus qu'une vague crainte issue d'une ancienne prophétie pour Astiage. Il est devenu une menace. Le drame ne se déroula pas sur le champ de bataille. Il commença à la table du roi. Le général en chef d'Astiage était le noble Mède Harpagus. C'est à lui que le roi avait jadis ordonné de tuer le nourrisson Cyrus. Harpagus désobéit, confiant l'enfant à un berger, et la vérité éclata. La vengeance d'Astiage fut aussi sophistiquée que monstrueuse. Il invita Harpagus à un festin et lui servit un mets abominable. Lorsque le général eut fini de manger, le roi lui demanda s'il avait apprécié le repas et ordonna à ses serviteurs de lui apporter la suite. Un panier fut placé devant Harpagus, contenant la tête tranchée de son fils unique. Harpagus ne cria pas. Il ne se précipita pas sur le roi. Il lui demanda froidement si sa soumission lui convenait et, après avoir reçu une réponse affirmative, emporta silencieusement la dépouille de son fils pour l'inhumer. Mais dès cet instant, sa vie fut entièrement dévouée à un seul but, la haine. Des années plus tard, alors que Cyrus régnait déjà sur Anshan, Harpagus lui fit parvenir un message secret. Pour échapper aux gardes royaux, il fut cousu dans le ventre d'un lièvre. La lettre contenait un appel aux armes, un appel à la révolte contre le joug mède parmi les tribus perses et la promesse que toute la noblesse mède, lasse de la tyrannie d'Astiage, se rallierait à sa cause au moment décisif. Cyrus était non seulement courageux, mais aussi rusé. Il réunit les chefs des tribus perses et leur lut une charte falsifiée, prétendument d'Astiage, le nommant, lui, Cyrus, commandant en chef. Il leur ordonna ensuite de se présenter le lendemain avec des faucilles et de défricher un vaste champ d'épines. Les Perses peinèrent toute la journée sous un soleil de plomb. Le lendemain, Cyrus leur prépara un festin somptueux avec du vin et de la viande rôtie. Tandis qu'ils se prélassaient, repus et satisfaits, il leur demanda quel jour ils préféraient, la veille ou aujourd'hui. La réponse était évidente. Alors Cyrus révéla son plan. « Si vous me suivez, des jours comme celui-ci vous attendent. Si vous restez fidèle à Astiage, un labeur sans fin vous attend, comme hier. » Les Perses le proclamèrent à l'unanimité leur roi et leur chef. La rébellion débuta en 553 avec J.C. Astiage, furieux et aveuglé par son orgueil, commit une erreur fatale. Il oublia le terrible festin et le calme imperturbable de son général. Il nomma Harpagus à la tête de l'armée contre Cyrus. Dès la première bataille, Harpagos et les aristocrates qui lui étaient fidèles trahirent leur roi et firent défection au profit des Perses. La guerre dura 3 ans, mais son issue était déjà scellée. En 550 avec J.C., l'armée de Cyrus approcha des murs d'Ecbatane. L'empire mède s'effondra. Cyrus captura son grand-père Astiage, mais ne le tua pas. Il lui laissa la vie sauve et le garda en haute estime jusqu'à sa mort. Ce fut le premier acte de clémence qui choqua le monde antique cruel et devint la marque distinctive du nouveau souverain. La chute de la Médie créa un vide de pouvoir. Le second pilier du monde de l'époque, le royaume lydien, s'empressa de le combler. Sa capitale, Sardes, était synonyme d'immense richesse. Son roi, Crésus, était si riche que son nom devint synonyme de fortune.
Les sables dorés du fleuve Pactole firent de lui le monarque le plus riche de son temps. Apprenant la chute de son gendre Astiage, Crésus décida que le moment était venu d'étendre son empire vers l'est. Mais d'abord, en sage souverain, il consulta les oracles. Le plus vénéré était celui d'Apollon à Delphes. La réponse de la Pythie est restée dans l'histoire comme un modèle d'ambiguïté. Si le roi traverse la Lys, il détruira un grand royaume. Ravi, Crésus ne précisa pas de quel royaume il s'agissait. Il rassembla une immense armée et traversa la Lys, envahissant le territoire de l'ancienne Médie. La première bataille près de Ptérie ne se solda par aucune victoire. L'hiver s'installa et Crésus, suivant la tradition militaire de l'époque, dispersa son armée de mercenaires, prévoyant de reprendre la campagne au printemps. Il était persuadé que Cyrus ferait de même. Mais Cyrus n'était pas un commandant traditionnel, il pensait différemment. Apprenant la démobilisation de l'armée lydienne, il entreprit l'impensable, une marche hivernale à travers l'Anatolie, droit jusqu'au mur de Sardes. Crésus fut pris totalement au dépourvu. Il fut contraint de n'engager que sa garde personnelle et la célèbre cavalerie lydienne, réputée invincible. La bataille eut lieu dans la plaine devant Sardes. Cyrus y employa une autre ruse devenue légendaire. Sachant que les chevaux craignaient les chameaux, il ordonna de rassembler tous les chameaux du convoi, de les faire monter par des guerriers et de les déployer en première ligne contre la cavalerie lydienne. Son calcul s'avéra payant. L'odeur forte et inhabituelle, ainsi que la vue de ces animaux pâteaux, assaillirent les naseaux des chevaux de guerre lydiens. Pris de panique, ils se cabrèrent, désarçonnèrent leurs cavaliers et s'enfuirent en tous sens. L'invincible cavalerie fut écrasée sans qu'un seul coup de lance ne soit porté. Les restes de l'armée de Crésus se réfugièrent derrière les remparts imprenables de Sardes. Le siège commença. La ville était considérée comme imprenable. Seul un point de la falaise abrupte était sans défense, car on le croyait impossible à escalader. Les Perses restèrent 14 jours au pied des remparts. Le 15e jour, un soldat perse aperçut par hasard un soldat lydien qui avait laissé tomber son casque du haut du rempart, descendre un sentier à peine visible. Cette nuit-là, un petit détachement de Perses emprunta ce passage secret et ouvrit les portes. Sardes tomba. Crésus fut capturé. Cyrus ordonna la construction d'un immense bûcher funéraire et y fit déposer le roi déchu avec 14 jeunes Lydiens. Le feu léchait déjà les bûches lorsque Crésus, levant les yeux au ciel, prononça 3 fois le nom de Solon. C'était le sage Athénien qui lui avait jadis dit que nul ne pouvait être déclaré heureux avant la mort. Cyrus entendit ce nom et en demanda la traduction. Le récit de la sagesse de Solon le stupéfia. Il vit dans le destin de Crésus le reflet du sien. Aujourd'hui, il était victorieux, mais que lui réservait l'avenir? Soudain, il prit conscience de la versatilité de la fortune et ordonna d'éteindre le bûcher. Crésus fut sauvé, et, tel Astiage, il ne devint pas prisonnier, mais conseiller respecté à la cour de son conquérant. En quelques années seulement, Cyrus s'était métamorphosé, passant du statut de souverain d'un petit royaume vassal à celui de maître d'un vaste territoire s'étendant du centre de l'Iran jusqu'au rivage de la mer Égée. 2 des 3 piliers de l'ancien monde s'étaient effondrés. Un seul obstacle demeurait sur la voie du titre qui allait bientôt résonner dans toute l'Œcuménie. Grand roi, roi des rois, roi des nations, celui de l'antique, puissante et fière Babylone. Le vent étouffant d'Égypte charriait la poussière des sables violets et les murmures des dieux étrangers. Cambyse, fils du grand Cyrus, roi des rois, régnait sur le monde,
ayant conquis le plus ancien des royaumes. Son empire s'étendait de l'Inde à la Libye, un colosse dont les pieds foulaient aux pieds des dizaines de peuples. Mais l'ombre qu'il projetait s'étendait loin vers l'est, jusqu'au cœur même de la Perse, l'ombre du fratricide. Avant la campagne contre l'Égypte, dans le calme de ses appartements, Cambyse donna un ordre secret. Son frère, Bardia, ou Smerdis, comme l'appelaient les Grecs, était trop populaire, trop aimé du peuple et ressemblait trop à son père. Pour le roi méfiant, c'en était trop. Bardia disparut, sans laisser de traces, sans un mot. Personne ne savait où il se trouvait, personne, hormis le roi et son assassin le plus fidèle. Le secret, enfoui sous le poids de la couronne, était voué à disparaître avec eux. Mais dans un vaste empire, les nouvelles circulent lentement et les rumeurs encore plus lentement. L'absence d'un roi crée un vide. Et c'est dans ce vide qu'entra en scène un homme nommé Gaumata. C'était un magicien mède, un prêtre, et il possédait un don rare et mortel. Son visage était la réplique presque exacte du prince Bardia, assassiné. Il connaissait le secret. Il connaissait la peur et le mécontentement qui couvaient dans les provinces, conséquence des longues guerres et des lourds impôts de Cambyse. Ainsi, en 522 avant JC, alors que Cambyse se trouvait à des milliers de kilomètres de sa patrie, un cri retentit à travers l'empire. Bardia, fils de Cyrus, était vivant. Il avait échappé à la trahison de son frère et revendiquait désormais le trône de droit. Cet imposteur, Gaumata, était un brillant politicien. Son premier décret abolit les impôts et la conscription pour 3 ans. Pour le simple paysan, l'artisan, le soldat épuisé par les campagnes, ce fut plus qu'un soulagement, un véritable miracle. La Perse exulta. Villes et peuples, les uns après les autres, se détournèrent du lointain conquérant égyptien et prêtèrent allégeance au nouveau roi, généreux et inébranlable. La nouvelle, tel un poison, parvint à Cambyse en Syrie, sur le chemin du retour de la campagne d'Égypte. Il comprit tout. Son crime secret le rattrapait. Il avait tué la véritable Bardia, mais avait créé un imposteur qui lui avait usurpé son empire. Hérodote raconte que le roi était fou de rage. Il enfourcha son cheval pour se rendre immédiatement en Perse et démasquer l'imposteur. Mais dans sa hâte, son épée courte, l'Akinakes, lui échappa de son fourreau et s'enfonça profondément dans sa cuisse. La blessure lui fut fatale. Le fer, souillé du sang du taureau sacré égyptien Apis, que Cambyse avait auparavant tué sous le coup de la colère, apporta à présent la mort à son propriétaire. Gisant dans l'agonie, entouré de ses nobles, le roi comprit que c'était la fin. Alors, suffoquant de douleur et de désespoir, il déchira le voile du secret qui pesait sur son âme. Il avoua tout, le meurtre de son frère, qu'un imposteur, le magicien Gaumata, occupait le trône de Suse. Il implora la noblesse perse d'empêcher le Mède de s'emparer de l'empire de Cyrus, et puis il mourut. Le fils du grand conquérant mourut d'une blessure accidentelle en terre étrangère, ayant tout perdu. L'empire était paralysé par la stupeur. Qui croire? Le roi mourant, peut-être rendu fou par la douleur, ou le nouveau souverain, le fils de Cyrus, qui leur avait promis paix et prospérité. Gaumata régna 7 mois. 7 mois de mensonges. Il était prudent. Il ne quittait jamais le palais. Il se tenait à l'écart de la vieille aristocratie perse, de ceux qui connaissaient personnellement le véritable Bardia et qui auraient pu déceler la supercherie. Il régnait dans l'ombre, promulguant des décrets, savourant son pouvoir, mais demeurant un roi fantôme.
Mais les graines du doute semées par Cambyse commencèrent à germer. 7 des plus nobles familles perses se mirent à murmurer. Le chef de la conspiration était Otanès, dont la fille, Fédime, avait fait partie du harem d'abord de Cambyse, puis du nouveau roi. Otanès pressentait la tromperie, mais il lui fallait des preuves. Il conçut un plan désespéré et risqué. Il savait que le magicien Gaumata avait eu les oreilles coupées des années auparavant pour un crime quelconque. Il envoya secrètement un message à sa fille. « Quand le roi dormira près de toi, touche sa tête. Vérifie si ses oreilles sont toujours là. » On imagine aisément la terreur d'une jeune femme allongée dans l'obscurité, près de l'homme le plus puissant du monde, sachant qu'un seul faux pas pourrait lui coûter la vie. Mais Fédima obéit aux ordres de son père. Elle attendit que l'imposteur s'endorme, puis ses doigts se glissèrent sous son diadème. À la place de ses oreilles, elle ne sentit que sa peau lisse. La preuve était là. Otanès réunit 6 autres conspirateurs, parmi lesquels Darius, un jeune et ambitieux représentant de la branche cadette de la famille achéménide. Ils comprirent qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Chaque jour de retard renforçait l'emprise de l'usurpateur sur le pouvoir. Cette nuit-là, dissimulant leurs visages sous des manteaux, les 7 aristocrates firent irruption dans le palais de la forteresse de Sikayuvatish, où Gaumata se cachait. Un bref et violent combat s'ensuivit. Le métal résonna dans les couloirs obscurs. Gaumata et son frère, se défendant, blessèrent 2 des conspirateurs. L'imposteur se réfugia dans la chambre, tentant de verrouiller la porte. Mais Darius et ses camarades l'enfoncèrent. Dans la pièce exiguë, lors de l'affrontement final, Darius porta lui-même le coup fatal. Le règne du mensonge, qui avait duré 7 mois, prit fin dans un bain de sang. Le lendemain matin, les conspirateurs portèrent la tête tranchée de Gaumata dans les rues et l'exhibèrent au peuple, racontant une histoire de tromperie. La Perse sombra dans le chaos. Il n'y avait pas d'héritier à Cyrus et Cambyse. Le trône était vacant. Et dans ce vide, au milieu du sang et des intrigues, un homme entra en scène et allait graver sa version des événements dans la pierre pour des siècles. Un homme qui prétendrait que le dieu Ahura Mazda lui avait confié le pouvoir sur le monde. Son nom était Darius et son règne allait changer à jamais l'empire perse. En 522 avant J.C., le plus grand empire que le monde ait jamais connu était figé, comme suspendu dans le temps. Son fondateur, Cyrus le Grand, était mort. Son fils, Cambyse, conquérant de l'Égypte, était lui aussi mort. Il avait péri quelque part sur le chemin du retour des terres brûlées par le soleil des pharaons, accidentellement ou de sa propre main. La nouvelle de sa mort parcourut les routes poussiéreuses du royaume pendant des semaines, devançant caravanes et messagers. Et pendant ce temps, au cœur même de la Perse, dans les palais de Pasargade et de Suse, le pouvoir avait déjà basculé. Un homme se faisant appeler Bardiya, fils cadet de Cyrus et frère du défunt Cambyse, monta sur le trône. Le peuple exulta. Bardiya abolit les impôts pour 3 ans et mit fin à la conscription militaire. Des dizaines de peuples conquis, de l'Ionie à la Bactriane, poussèrent un soupir de soulagement après le règne cruel et paranoïaque de Cambyse. L'empire, forgé par l'épée et la volonté, semblait avoir trouvé son bon berger. Mais dans une garnison éloignée, un jeune aristocrate, porte-étendard du roi déchu, apprit la nouvelle et refusa d'y croire. Il s'appelait Darius, et le même sang achéménide coulait dans ses veines que celui de Cyrus. Il connaissait un terrible secret que Cambyse avait emporté dans la tombe. La véritable Bardiya était morte.
assassiné sur ordre secret de son propre frère, bien avant la campagne d'Égypte. Cambyse craignait sa popularité, craignait un coup d'État. Le meurtre fut secret, rapide et silencieux. Le peuple n'en sut rien. Alors, qui régnait à Suse? Qui distribuait des faveurs au nom d'un mort? Darius prétendait qu'il s'agissait d'un magicien, un prêtre nommé Gaumata, un imposteur dont la ressemblance frappante avec le prince assassiné devint son arme la plus redoutable. Gaumata régnait depuis plusieurs mois et son pouvoir grandissait de jour en jour. Il éliminait méthodiquement les partisans de l'ancienne noblesse et s'entourait de fidèles. Il déplaçait les capitales, détruisait les temples et réécrivait les lois. Il anéantissait l'héritage de Cyrus et le remplaçait par le sien. L'Empire était au bord de l'effondrement. Un petit pas de plus et le mensonge deviendrait vérité et l'imposteur le roi légitime. Darius passa à l'action. Il ne pouvait défier seul l'usurpateur qui contrôlait toute la puissance de l'État. Il lui fallait des alliés. En secret, à la faveur de la nuit, il rencontra 6 autres nobles perses, 7 hommes. 7 lames contre un empire entier. Le risque était monstrueux. Un seul faux mot, un seul traître, et ils seraient tous condamnés à une exécution atroce. Ils débattirent. Certains proposaient de gagner du temps, de lever une armée, de fomenter une rébellion ouverte. Mais Darius était inflexible. Le moindre retard était synonyme de mort. Gaumata gagnait en puissance à chaque heure. Il fallait frapper au cœur, rapidement et sans pitié. Le 29 septembre 522 à Evleit, JC, 7 conspirateurs arrivèrent à la forteresse de Sikayaouati en Médie, où était détenu l'imposteur. Ils forcèrent le passage des gardes, prétendant porter un message urgent pour le roi. Ils se séparèrent au palais. Darius et ses compagnons les plus fidèles prirent d'assaut les appartements de Gaumata. Un bref et violent combat s'ensuivit. Dans la pénombre de la pièce, au milieu des torches vacillantes et du bruit des armes, Darius tua lui-même celui qu'il appellerait plus tard le faux Bardia. Les conspirateurs exhibèrent la tête tranchée du mage devant la foule. Ils pensaient que c'était la fin. Qu'une fois la vérité révélée, l'Empire retrouverait l'ordre. Ils se trompaient lourdement. Ce n'était que le début. L'assassinat de l'usurpateur n'apporta pas la paix. Il créa un vide du pouvoir, et dans ce vide se déversa le chaos. L'Empire tout entier des frontières de l'Inde au rivage de la mer Égée s'embrasa. Les provinces à peine soumises par Cyrus et Cambyse y virent une opportunité. Un nouveau roi s'éleva en Élam. En Babylonie également, il prétendit même être le fils du dernier souverain babylonien, Nabonide. La Médie, l'Arménie, la Parthie et la Margiane se soulevèrent. 9 rois autoproclamés, aux 4 coins de l'Empire, proclamèrent leur indépendance. Il semblait que la grande création de Cyrus s'effondrait, ensevelissant sous ses décombres les 7 âmes courageuses qui avaient osé le défier. La première année du règne de Darius fut une année de feu et de sang. Il ne siégea pas dans la capitale. Il la passa à cheval en campagnes incessantes. Son armée traversa les déserts et prit d'assaut les montagnes. 19 grandes batailles en une seule année, 19 victoires arrachées au destin. L'un après l'autre, il vainquit et captura 9 faux rois, comme il les appelait. Ils furent amenés enchaînés, mutilés et exposés aux portes du palais, preuve vivante de la futilité de la rébellion. Une fois la dernière rébellion écrasée, Darius, désormais roi incontesté des rois, dut relever un nouveau défi, non moins important que ses victoires militaires. Comment s'assurer que sa version des faits,
l'histoire du magicien rusé, des 7 conspirateurs héroïques et du rétablissement légitime de l'ordre deviennent la seule et d'incontestable. Comment la graver non pas sur un fragile papyrus, mais dans l'éternité même? Il trouva la réponse sur l'ancienne route caravanière reliant Babylone à Ecbatan. Là, une falaise abrupte dominait les voyageurs, le rocher de Behistun. À 100 mètres au-dessus du sol, hors de portée des Vandales et des sables du temps, Darius ordonna à ses tailleurs de pierre d'accomplir un miracle. Ils sculptèrent un gigantesque bas-relief dans la pierre. On y voit Darius, coiffé de la tiare royale, l'arc à la main, foulant aux pieds Gomata, vaincu. Derrière le roi se tiennent 2 de ses fidèles compagnons. Devant lui, 8 rois captifs, enchaînés par des cordes, gisent face contre terre. Le 9e est représenté après son exécution. Autour de cette image, sur une vaste étendue de roches polies, les sculpteurs ont gravé un texte, le même récit, le même manifeste de puissance, mais dans les 3 principales langues de l'Empire: le vieux perse, langue des vainqueurs, l'élamite, langue de l'ancienne chancellerie, et l'akkadien, langue de Babylone et d'Assyrie, comprise dans toute la Mésopotamie. Des milliers de lignes gravées dans la pierre. Un récit à la première personne. Le roi Darius dit « Voici ce que j'ai fait après mon accession au trône. » C'était bien plus qu'une simple chronique. C'était un jugement porté sur tous ses ennemis. C'était un mandat divin, reçu du Dieu suprême Ahura Mazda. C'était un avertissement à tous les futurs rebelles. Des caravanes passaient en contrebas. Marchands, soldats et ambassadeurs levèrent la tête et aperçurent la silhouette du roi, figée à jamais dans l'instant de son triomphe. La plupart étaient illettrés. Mais ils voyaient l'image du pouvoir, un pouvoir absolu, cruel et inébranlable, à l'image même du rocher sur lequel il était gravé. Darius n'avait pas simplement conquis un empire, il avait inscrit sa vérité à la surface de la planète. Un empire tissé de dizaines de peuples et de centaines de langues ne peut se maintenir seul au sommet de sa propre colonne. Après le tonnerre de la conquête, le silence retombe. Et dans ce silence naît le pire ennemi de tout souverain, la distance. Un mot prononcé à Suse devient un vague écho sur les rivages de la mer Égée. Un ordre donné aujourd'hui sera exécuté dans 6 mois, ou jamais, car le gouverneur des confins se prend déjà pour le nouveau roi. Darius le Grand, génie de l'ordre autant que de la guerre, l'avait compris mieux que quiconque. Son empire était un organisme vivant, et un organisme a besoin d'un système nerveux. Et il en créa un. Imaginez un ruban brûlé par le soleil, foulé par des millions de personnes, s'étendant à travers montagnes, déserts et vallées fertiles. Voici la route royale. 2699 km de pierre, de terre battue et d'une volonté inébranlable. De Suse, cœur administratif de l'État, en passant par l'antique Babylone, en remontant le Tigre, en traversant les terres sauvages d'Arménie, par les cols imprenables des monts Taurus, et en descendant vers la satrapie la plus riche de Lydie, jusqu'à sa capitale, Sardes, la porte d'entrée du monde grec en perpétuelle expansion, pour le voyageur ordinaire, pour un marchand avec une caravane chargée d'encens et d'or lydien, ce voyage représentait une vie entière. 3 longs mois de marche. 3 mois sous un soleil de plomb et des vents glacials. 3 mois de crainte des bandits dans les gorges et des bêtes sauvages dans les forêts. La route était aussi sûre que possible. Tous les 25 à 30 kilomètres, on trouvait des avant-postes fortifiés, des caravanserails où l'on pouvait changer les bêtes de somme fatiguées et refaire le plein de provisions. Des garnisons maintenaient l'ordre.
Les rivières étaient franchies par des ponts ou des bacs. Mais malgré tout ce confort, le voyage était épuisant. Il engloutissait énergie et temps. Mais Darius ne l'avait pas construite pour les marchands. Le commerce n'était qu'un agréable effet secondaire. La véritable magie de cette route, son âme, résidait dans un tout autre rythme. Ce système s'appelait l'Angarion, et c'était un miracle de logistique et de rapidité sans égal dans le monde antique. Tout au long du parcours, espacé d'une journée de cheval, se trouvaient 111 relais, 111 postes de relais. À chaque relais, les meilleurs chevaux des écuries royales attendaient toujours, bien nourris, robustes, prêts à galoper à tout instant. Et à chaque relais, des gens attendaient, les courriers royaux, les hangars. Imaginez un cavalier qui galope depuis des heures. Ses vêtements sont trempés de sueur et recouverts d'une couche de poussière rouge. Le cheval sous lui halète, ses flancs se soulèvent, de l'écume jaillit de ses lèvres. Mais le cavalier ne lui accorde aucun répit. Il aperçoit la silhouette familière du relais de poste au loin. Il ne ralentit pas. Les gardes à la porte, entendant le claquement des sabots, crient déjà. Et un nouvel étalon est prêt, déjà aux étriers à côté d'un étalon frais et vigoureux. Le cavalier se précipite dans la cour, arrachant au passage la bourse de cuir contenant le message royal de son épaule. Il ne descend pas de cheval. Il tend simplement la bourse à la main tendue de son remplaçant. Et sans perdre une seconde, le remplaçant donne un coup de talon au cheval et s'élance hors de la porte, filant au loin, dans un nuage de poussière. L'opération entière prend moins d'une minute, pas de sommeil, pas de repos, seul le but. Hérodote, un Grec qui considérait les Perses avec à la fois admiration et crainte, écrivit à propos de ses courriers « Ni la neige, ni la pluie battante, ni la chaleur torride, ni l'obscurité de la nuit ne pouvaient les empêcher de terminer leur itinéraire assigné aussi rapidement que possible. Là où un marchand mettait 3 mois, un décret royal parvenait en 7, 9 jours tout au plus, 7 jours. Imaginez. La nouvelle d'une révolte en Ionie parvint au roi de Suse avant même que les rebelles n'aient pu s'entendre. La réponse de Darius, l'ordre de mobiliser l'armée fut renvoyé avec la même rapidité fulgurante. La route était une artère, mais son flux sanguin empruntait des voies diverses. Lentement, pendant des mois, des caravanes y progressaient péniblement, des détachements d'infanterie avançaient, des fonctionnaires et des collecteurs de tribut avançaient péniblement. Mais les nouvelles s'y propageaient à la vitesse d'un ouragan. La route transforma l'Empire, d'un ensemble disparate de territoires conquis, en un État unifié et centralisé. Elle devint un instrument de contrôle total. Le roi, dans son palais, n'était plus aveugle ni sourd. Il était devenu omniscient. Ses oreilles et ses yeux, ses agents secrets, pouvaient transmettre un message, certain qu'il ne se perdrait pas et ne deviendrait pas obsolète en cours de route. Un satrape de Bactriane, qui complotait une trahison, devait désormais se méfier. Il savait que la nouvelle de sa trahison pourrait devancer ses propres ordres. Et aussitôt après, le châtiment s'abattrait sur lui. Les légions de l'armée perse, utilisant les mêmes points de ravitaillement, pouvaient mener des marches forcées avec une efficacité inouïe à cette époque. La route des rois était bien plus qu'un simple exploit d'ingénierie. Elle constituait la charpente d'acier qui soutenait la puissance de l'empire achéménide. Elle incarnait une vision de force faite de pierre et de poussière. Et cette vision, cette idée que la rapidité de la communication est le reflet de la puissance d'un État, a survécu à la Perse elle-même, devenant une leçon pour Alexandre, un modèle pour les Romains et un principe éternel pour tous les empires futurs.
Imaginez un empire s'étendant des sables brûlants de Libye au sommet glacé de l'Hindu-Kush. Un empire où, dans les bazars animés de Babylone, on pouvait entendre le parler guttural d'un nomade scythe, voir un marchand grec négocier un prix avec un prêtre égyptien et humer le parfum des épices indiennes apportées par les caravanes de la vallée de l'Indus. Ceci n'est pas un fantasme. C'était la réalité de l'empire achéménide. Comment maîtriser un tel colosse? Comment faire en sorte que les Lydiens, les Mèdes, les Juifs et les Bactriens se sentent appartenir à un seul et même ensemble sans détruire ce qui fait leur identité? Les Assyriens, avant eux, avaient tenté de résoudre ce problème par le feu et l'épée, déplaçant des peuples et rasant des villes. Les Perses ont choisi une autre voie, une voie à la fois pragmatique et d'une intelligence remarquable. Ce vaste territoire, cet océan vivant de peuples, était divisé en régions administratives, les satrapies. Il y en avait une vingtaine, chacune étant un monde en miniature. À leur tête se trouvait le satrape, dont le nom signifiait simplement « défenseur du royaume ». Sur ces terres, il était pratiquement un roi. Il percevait les impôts, rendait la justice, commandait l'armée locale et vivait dans le luxe que convenait son rang. Il bénéficiait de nombreux privilèges. Il pouvait même frapper sa propre monnaie d'argent. Cela semblait être la recette idéale pour le séparatisme et la désintégration. Donner le pouvoir aux populations locales, c'était s'assurer qu'elles se retournent immédiatement contre le pouvoir central. Mais les Perses connaissaient la nature humaine. À chaque puissant satrape succédait une ombre dotée d'yeux et d'oreilles. Il s'agissait d'inspecteurs secrets, les agents personnels du roi des rois, connus simplement comme les yeux et les oreilles du souverain. Ils surgissaient soudainement, sans prévenir, accompagnés d'un petit détachement de guerriers fidèles. Ils pouvaient auditer le trésor, écouter les doléances d'un simple paysan et examiner les rapports militaires. Leurs rapports parvenaient directement à Suse ou à Persépolis, et malheur à tout satrape dont le roi doutait de la loyauté ou de l'honnêteté. Le pouvoir local était considérable, mais jamais absolu. L'épée de Damoclès, la colère du roi, planait invisiblement sur chaque gouverneur. Mais comment ces rapports, décrets royaux et nouvelles de rébellion pouvaient-ils parvenir à temps au centre du pouvoir? L'empire était tissé non seulement par la volonté de faire du souverain, mais aussi par des liens très concrets, les routes. L'artère principale de cet organisme était la route royale, une merveille d'ingénierie pour l'époque. Elle s'étendait sur 2700 km, de Sardes à l'ouest jusqu'à Suse. Des relais de poste étaient établis tous les 25 à 30 km, où des chevaux frais et des messagers étaient toujours prêts à partir. Jour et nuit, par tous les temps, la parole impériale circulait sur cette route. Un messager ayant reçu un message courait à toute vitesse jusqu'au relais suivant, remettait la sacoche en cuir contenant la dépêche à un autre messager qui repartait au galop. Hérodote, un grec qui n'avait rien d'affection particulière pour les Perses, écrivit avec une admiration non dissimulée que rien au monde n'était plus rapide que ces messagers. Ni la neige, ni la pluie, ni la chaleur, ni l'obscurité de la nuit ne pouvaient arrêter leur course fulgurante. Les nouvelles des confins de l'Empire atteignaient la capitale en 7-10 jours tout au plus. Dans le monde antique, c'était la vitesse de la lumière. Ce système permettait non seulement la gouvernance, mais aussi le maintien de l'Empire. Chaque satrapie payait un tribut. Il ne s'agissait pas du pillage des vaincus, mais d'un système fiscal soigneusement calibré. L'Égypte fournissait du grain, indispensable à toute la région. Babylone, la plus riche des provinces, versait 1000 talents d'argent
et approvisionnait la cour royale pour un tiers de l'année. L'Arménie fournissait 20 000 poulains de race pure chaque année. L'Inde, d'une richesse fabuleuse, payait un tribut en poudre d'or. Une fois par an, à Persépolis, capitale cérémonielle, se déroulait une procession qui, mieux que les mots, révélait l'essence même de l'Empire. Des délégations de toutes les nations se rassemblaient au palais pour apporter des présents au roi des rois. Les bas-reliefs de l'Apadana ont conservé cette procession pendant des siècles. On y voit des Lydiens portant des vases d'or, dont les motifs en relief captent la lumière. On y voit des Scythes menant des chevaux courts mais robustes, des Éthiopiens, à la peau couleur d'ébène, présentent de l'ivoire et des lingots d'or. Des Babyloniens mènent des bœufs ornés de rubans. Chaque peuple est vêtu de son costume traditionnel, chacun portant les richesses de sa terre. Ils ne sont pas des esclaves. Ils forment un seul corps, et leurs présents ne sont pas un tribut humiliant, mais une contribution à la prospérité commune. Ils prêtent allégeance non pas à un tyran, mais au garant de la paix et de l'ordre. Et c'est là que résidait le principal secret de la stabilité perse. Contrairement aux Assyriens, les Achéménides ne cherchèrent pas à convertir tout le monde à la Perse. Ils avaient compris que la force de l'Empire résidait dans sa diversité. Cyrus le Grand, en entrant à Babylone, ne détruisit pas ses temples, mais honora le dieu local Marduk. Il autorisa les Juifs à retourner sur leur terre natale et à reconstruire leur temple à Jérusalem. Darius, en Égypte, n'imposa pas le culte d'Ahura Mazda, mais prit le titre de pharaon et fit construire des temples dédiés aux dieux égyptiens. Les lois locales restèrent en vigueur tant qu'elles n'entraient pas en conflit avec les lois impériales. Les langues locales étaient parlées partout. Mais pour gérer cette machinerie complexe, une seule langue était utilisée, comprise par les fonctionnaires de l'Égypte à la Bactriane, l'araméen. Son alphabet simple et sa flexibilité en faisaient l'instrument idéal pour les affaires courantes. 1000 peuples sous un même ciel. Loin d'être un paradis, ce système était marqué par des rébellions, des complots de satrapes et des charges fiscales parfois insupportables. Pourtant, pendant plus de 2 siècles, ce système grandiose fonctionna. L'Empire perse n'était pas un creuset où les individualités étaient bafouées. Au contraire, c'était une mosaïque savamment agencée, où chaque pierre colorée, chaque peuple, trouvait sa place, créant un tableau unifié et saisissant. Le tableau du premier État véritablement mondial de l'histoire. Pendant 10 ans, le monde hellénique vécut dans l'ombre de la défaite perse de Marathon. Pendant 10 ans, la colère couva en Orient. Darius le Grand, humilié aux portes d'Athènes, mourut, mais sa soif de vengeance devint un héritage pour son fils. Son nom était Xerxès, et il n'avait aucune intention de répéter les erreurs de son père. Il n'enverrait pas simplement un détachement punitif en Grèce. Il déchaînerait toute la puissance de son immense empire sur elle. Les préparatifs durèrent 4 ans. Pendant 4 ans, à travers toute l'Asie, des rives de l'Indus aux sables d'Égypte, des guerriers furent rassemblés, des navires construits, des routes tracées et des canaux creusés. À Sardes, capitale de la Lydie, une armée d'une ampleur jamais vue fut réunie. Les historiens antiques, partagés entre horreur et admiration, parlaient de millions d'hommes. Les estimations modernes sont plus modestes, mais non moins stupéfiantes, de 100 000 à 300 000 guerriers. Des dizaines de peuples parlant des dizaines de langues, des Mèdes coiffés de chapeaux de feutre, des Indiens en robes de coton armés d'arcs en roseau, des Éthiopiens vêtus de peaux de léopard, des Thraces coiffés de chapeaux de renard, des Lydiens dont les armures scintillaient au soleil.
Il ne s'agissait pas simplement d'une armée, mais d'un peuple entier en marche, se dirigeant vers la guerre. La flotte était à la hauteur des forces terrestres, 1207 trirèmes de combat et jusqu'à 3000 navires de transport et auxiliaires. Au printemps 480 avant JC, ce fleuve construit par l'homme entreprit son voyage. Le premier obstacle majeur fut l'Hellespont, le détroit séparant l'Asie de l'Europe. Sur ordre de Xerxès, des ingénieurs phéniciens et égyptiens assemblèrent des centaines de navires, formant ainsi une route de planches. Mais la mer refusa de se soumettre. Une terrible tempête brisa les fragiles ponts, réduisant ce triomphe d'ingénierie à un amas de décombres. On dit que la colère du roi était divine. Il ordonna l'exécution des bâtisseurs. Mais cela ne lui suffisait pas. Il ordonna que la mer soit fouettée, qu'on lui inflige 300 coups et qu'on y plonge des chaînes comme pour punir un esclave désobéissant. Tandis que les bourreaux exécutaient leur sentence, des héros criaient dans les flots « Ô eaux amères !» Ainsi votre Seigneur vous punit-il pour l'insulte que vous lui avez faite, bien qu'il ne vous ait fait aucun mal. C'était un acte d'une arrogance inimaginable, un défi aux éléments eux-mêmes. De nouveaux ponts, plus solides, furent construits. Pendant 7 jours et 7 nuits, sans relâche, au claquement des fouets des contremaîtres, un flot incessant de guerriers, de bêtes de somme et de chars traversa les continents. Une tempête venue de l'Est s'abattit sur l'Europe. La Grèce était paralysée par la terreur. Les cités-États, éternellement en conflit, se trouvaient menacées d'anéantissement total. Nombre d'entre elles, au nord, premières à rencontrer l'armada perse, se soumirent sans combattre, offrant la terre et l'eau en gage de soumission. L'oracle de Delphes, voix du dieu Apollon, prononça des prédictions désespérées et énigmatiques. Aux Athéniens, il prophétisa le salut uniquement derrière des murs de bois, ce que beaucoup interprétèrent comme un appel à se réfugier sur l'acropole. D'autres furent conseillés de fuir aux confins du monde. La panique et la discorde s'emparèrent de la Grèce. Mais tous n'étaient pas prêts à capituler. Un congrès de 30 et une cité-État grecque se réunit à Corinthe. L'alliance était menée par des rivaux de toujours. Athènes, démocratique et puissante marine, et Sparte, militariste, dont les hoplites étaient réputés invincibles sur terre. Ils savaient qu'il était impossible de vaincre une telle armée en rase campagne. Leur seule chance résidait dans l'exploitation de la géographie grecque. Il fallait trouver un point de passage obligé où la supériorité numérique perse deviendrait insignifiante. Et ce point fut trouvé, le détroit des Thermopyles. Le passage, encaissé entre des falaises abruptes et la mer, ne mesurait que quelques dizaines de pas de large à son point le plus étroit. C'est là que les Grecs décidèrent de livrer bataille. Le commandement de l'armée unie fut confié au roi spartiate Léonidas. Il n'emmena avec lui que sa garde personnelle, 300 citoyens soldats spartiates, chacun ayant déjà un fils, assurant ainsi la continuité de la lignée. Mais il n'était pas seul. À leur côté se tenaient 700 Thespiens, 400 Thébains et plusieurs milliers d'autres guerriers venus d'Arcadie et du Péloponnèse. En tout, environ 7000 Grecs contre des centaines de milliers de soldats de Xerxès. Ce n'était pas une bataille, c'était une sentence, et ils l'acceptèrent. Xerxès, parvenu au col, repoussa l'attaque pendant 4 jours. Il ne pouvait croire que cette poignée d'hommes ait sérieusement l'intention de lui résister. Il s'attendait à ce qu'il fuit à la simple vue de son armée immense. Mais les Grecs tinrent bon. Le 5e jour, le roi perse perdit patience et lança ses meilleurs guerriers, les Mèdes, dans la bataille.
l'étroit col devint un véritable bain de sang. Les longues lances et les grands boucliers grecs, disposés en phalanges, repoussèrent aisément les Perses légèrement armés. L'attaque s'acheva dans un bain de sang. Xerxès envoya alors son élite, les 10 000 immortels, la garde personnelle du roi, au combat. Mais eux aussi furent impuissants. Les Spartiates, feignant la retraite, les attirèrent dans l'étroit passage, puis se retournèrent brusquement et anéantirent les rangs désorganisés de l'ennemi. Pendant 2 jours, les Grecs tinrent le col. Pendant 2 jours, la plus grande armée du monde subit des pertes monstrueuses, anéantie par ce minuscule détachement. Xerxès, observant la bataille du haut d'une colline, bondit 3 fois de son trône, pris de rage et de peur pour son armée. Un miracle semblait s'être produit, mais la trahison scella le sort du pays. Un habitant du nom d'Éphialtès, moyennant finance, révéla aux Perses un sentier secret de montagne contournant les gorges. Cette nuit-là, un détachement d'immortels s'y engagea pour attaquer les Grecs par derrière. Lorsque les sentinelles rapportèrent à Léonidas l'attaque ennemie, il sut que la bataille était perdue. Il ordonna à la plupart de ses alliés de battre en retraite, préservant ainsi leur vie pour les batailles futures. Lui et ses 300 Spartiates restèrent, 700 espions, refusant d'abandonner leurs alliés, acceptèrent volontairement de partager leur sort. Ils restèrent pour mourir. Non pour la victoire, elle était déjà impossible, mais pour gagner du temps afin que la flotte et le reste de l'armée puissent se replier et pour montrer à Xerxès comment les Grecs savaient se battre pour la liberté. La bataille finale fut effroyable. Encerclés de toutes parts, les Grecs s'affrontèrent sur une petite colline à l'intérieur du défilé. Ils combattirent jusqu'à épuisement de leurs lances. Lorsque celles-ci se brisèrent, ils se battirent à l'épée. Lorsque leurs épées se brisèrent, ils se battirent à coups de dague, à main nue, et même avec les dents, déchirant la gorge de leurs ennemis. Tous tombèrent, y compris le roi Léonidas. Les Perses payèrent un prix terrible pour cette victoire, jusqu'à 20 000 morts. Fou de rage, Xerxès ordonna que l'on retrouve le corps de Léonidas, que sa tête soit tranchée et empalée sur un pieu. La route vers la Grèce centrale était ouverte. L'armée perse déferla vers le sud, incendiant villes et villages. Bientôt, l'avant-garde pénétra dans Athènes désertée. Les habitants, comprenant enfin la prophétie des murs de bois, s'enfuirent vers leurs navires. L'acropole, défendue par un petit contingent de survivants, fut prise d'assaut et incendiée. Athènes brûla. La Grèce semblait tomber, mais sur les eaux salées du détroit de Salamine, son sort n'était pas encore scellé. En 330 J.A.C., après la victoire décisive de Gaugamel, l'armée macédonienne marcha vers le sud, au cœur de la Perse. Elle emprunta la voie royale, foulant des dalles de pierre usées par les roues d'innombrables chars et les pas de générations. Et là, devant elle, sur une gigantesque terrasse artificielle dominant la vallée, se dressait la cité symbolique, la cité-cœur, la capitale cérémonielle du monde, telle que Darius le Grand l'avait imaginée, Persépolis. Ils pénétrèrent dans une ville sans défense. Les portes étaient ouvertes, aucune résistance. Les soldats, habitués au sang versé et aux cris de l'assaut, se retrouvèrent plongés dans un silence assourdissant. Un silence seulement troublé par le vent qui soufflait entre les colonnes colossales. La première chose qu'ils virent fut la porte de toutes les nations. Des taureaux de pierre colossaux, aux visages humains et aux ailes d'aigle, les lamassus, gardiens de l'Empire, les dominaient d'une majesté imperturbable.
Taillés dans d'imposants blocs de pierre grise, leurs regards faisaient même paraître les plus aguerris des soldats d'Alexandre comme de simples grains de poussière. Au-delà des portes, un panorama à couper le souffle s'offrait à eux. Ce n'était pas une ville au sens conventionnel du terme. C'était un hymne architectural à la puissance. Des escaliers assez larges pour laisser passer un char menaient au palais. Les marches étaient si basses et si douces que les nobles Mèdes et Perses, dans leurs longues robes, pouvaient les gravir à cheval sans perdre leur dignité. Et sur les murs de ces escaliers, sur des dalles de pierre polies à l'extrême, se déroulait une procession perpétuelle. Des délégations des 23 peuples de l'Empire, sculptés avec une habileté incroyable, portaient des présents au roi des rois. Ici, un Lydien menait un char, là, un Arménien portait un vase de vin précieux, là, un Scythe coiffé d'un bonnet pointu, chevauchant un destrier, là, un Éthiopien brandissait une défense d'éléphant. Ils n'avaient pas l'air d'esclaves conquis. L'artiste les représentait avec respect, comme des partenaires d'un grand projet impérial. C'était l'idéologie achéménide, figée dans la pierre, la paix et l'ordre sous le règne d'un roi juste. Les Macédoniens pénétrèrent dans l'Apadana, la salle d'audience. Une forêt de 72 colonnes, chacune aussi haute qu'un immeuble de 6 étages, s'élançait vers le ciel. Leurs chapiteaux étaient auscultés en forme de têtes de taureaux et de griffons. Jadis, ce plafond avait été fait du plus beau cèdre du Liban, incrusté d'or et d'ivoire. À présent, même à ciel ouvert, l'espace était d'une grandeur saisissante. C'est ici que les rois recevaient les ambassadeurs, et l'écho de leurs pas se perdait sous ces hauteurs inaccessibles. Puis ils pénétrèrent dans le trésor, et là, les mots perdent leur pouvoir. Ce que les Grecs considéraient comme des richesses mythiques se révéla être une réalité. Des montagnes de lingots d'or et d'argent, des coupes, des ritons, des statues, des pierres précieuses entassées dans des coffres comme de simples céréales. Les historiens calculeront plus tard qu'Alexandre eut besoin de 20 000 mules et de 5 000 chameaux pour transporter les trésors de Persépolis. Cela suffirait à financer toutes ses campagnes futures et à subvenir aux besoins de chacun de ses soldats jusqu'à la fin de ses jours. Pendant plusieurs mois, l'armée séjourna à Persépolis, profitant du repos et d'un butin innombrable. Le palais d'or devint leur demeure, mais la tension montait. Que faire de ce symbole ? Le laisser comme monument à leur victoire, ou le détruire, l'effacer de la surface de la terre, tel le cœur encore palpitant de l'ennemi. Le drame se déroula lors d'un banquet. Le vin coulait à flots. Autour d'Alexandre couronné de fleurs, étaient assis ses généraux et les courtisanes qui suivaient l'armée. Parmi elles se trouvait l'Athénienne Phaïs. Et c'est ainsi que, au milieu des réjouissances arrosées, elle prononça un discours. Elle déclara que le plus grand plaisir de sa vie serait de parcourir, torche à la main, les palais des rois perses qui avaient incendié sa ville natale, Athènes, un siècle et demi plus tôt. Elle parla de vengeance, du droit sacré de venger l'acropole détruite, les temples profanés. Ces paroles trouvèrent un écho enflammé. Des cris d'ivrogne résonnèrent. Quelqu'un hurla que seul Alexandre était digne de cette vengeance. L'idée, née dans les effluves de vin, se transforma en une avalanche irrésistible. Alexandre, emporté par l'élan général, se leva d'un bond. Il s'empara d'une torche et mena le cortège chancelant. Qu'était-ce donc? L'ivresse des vainqueurs? Ou un calcul politique froid et impitoyable, à peine dissimulé sous une apparente spontanéité? Après tout, Persépolis était bien plus qu'un simple palais. C'était un centre idéologique.
Tant qu'elle subsisterait, l'idée de faire renaître l'empire perse demeurait vivante. En la détruisant, Alexandre envoya un message clair à tous les peuples d'Asie. La dynastie achéménide était morte. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Désormais, il n'y avait plus qu'un seul pouvoir, le sien. Alexandre lui-même lança la première torche. La flamme s'accrocha avidement aux poutres de cèdre sec du palais de Xerxès, ce même roi qui avait incendié Athènes. Des centaines d'autres torches suivirent. Les flammes s'élevèrent vers le ciel. Les poutres de bois, imbibées d'huile et d'encens, flamboyaient comme de la poudre à canon. Les fines tapisseries qui ornaient les murs se transformèrent en cascades de feu. Les panneaux d'or fondirent et ruisselèrent en ruisseaux le long de la pierre sculptée. Un gigantesque incendie était visible à des dizaines de kilomètres à la ronde. Le ciel de la Perse se teinta de pourpre. Les colonnes, incandescentes, éclatèrent dans un fracas assourdissant. Le toit de l'Apadana, chef-d'œuvre d'ingénierie, s'effondra dans un grondement qui dut résonner jusque dans les montagnes. En une seule nuit, le plus grand complexe architectural du monde antique fut réduit en cendres. Avec lui, les archives royales, des documents inestimables et toute la mémoire administrative de l'Empire partirent en fumée. Le lendemain matin, lorsque la fumée se dissipa, les vainqueurs contemplèrent leur œuvre. Des ruines noircies et calcinées se détachant sur un ciel limpide. Un silence régnait, seulement troublé par le craquement des pierres qui se refroidissaient. Les auteurs antiques rapportent qu'Alexandre, une fois revenu à la raison, regretta ses actes. Il comprit qu'il avait détruit non seulement une capitale ennemie, mais aussi une partie du patrimoine de l'humanité entière. Mais il était trop tard. Le palais d'or brûla, mais de ses cendres naquit une mémoire indélébile, la mémoire d'un grand empire, de son incroyable richesse et de sa culture raffinée, et la mémoire de la rapidité avec laquelle une civilisation peut être anéantie par un seul coup, une simple étincelle née de la vengeance, de la politique ou d'une imprudence due à l'ivresse. Les pierres de Persépolis que nous voyons aujourd'hui demeurent muettes. Mais ce silence est plus éloquent que tous les mots. Il raconte une histoire de triomphe et de tragédie, d'un or impuissant et d'une mémoire qu'aucun feu ne peut effacer. Le vaste empire, s'étendant des sables de Libye aux sommets enneigés de l'Hindu-Kush, apprit à mesurer le danger non pas au nombre de boucliers ennemis, mais au bruissement des soieries derrière la porte. Les ennemis extérieurs étaient vaincus, pacifiés ou achetés. Mais le plus terrible des ennemis se cachait à l'intérieur. Il ne portait pas d'armure. Il revêtait les habits d'un courtisan, arborait le sourire d'un ami et se dissimulait derrière le masque de la dévotion. En 465 Avétorgitocé, l'ombre de Xerxès, souverain de l'Asie, n'était plus aussi longue ni aussi menaçante. Les défaites de Salamine et de Platée, subies des décennies auparavant, avaient laissé des cicatrices invisibles sur son âme. Il quittait de moins en moins les salles fraîches et ornées d'azur et d'or de ses palais de Suse et de Persépolis. La grandeur de l'État reposait sur la force des habitudes, la crainte et une colossale machine bureaucratique. Mais le cœur de cette machine, le roi des rois lui-même, était las, et sa lassitude devint un terreau fertile pour l'ambition. Parmi les ambitieux, le plus en vue était Artabanus, le Casarpate, commandant de la garde royale des Immortels, l'homme à qui le roi confiait sa vie. Il voyait le monarque chaque jour, non pas auréolé de sa tiare sur l'estrade du trône, mais dans ses appartements privés, fatigué et vulnérable. À ses côtés se tenait toujours l'eunuque Aspamitre, dont les yeux voyaient tout
et dont les oreilles captaient même les murmures les plus imperceptibles derrière les 7 rideaux. Ces deux-là, l'ombre et l'oreille du trône, tissaient une conspiration aussi subtile que mortelle, telle une toile d'araignée. Leur heure arriva par une nuit d'été étouffante. Tandis que Persépolis dormait sous un ciel étoilé impitoyable et que seul le clapotis des fontaines du palais troublait le silence, Artaban et Aspamitrès pénétrèrent silencieusement dans la chambre de Xerxès. Le roi dormait. L'homme dont la parole pouvait rayer des villes de la surface de la terre et déchaîner des armées de millions d'hommes gisait, sans défense comme un enfant. Il n'y eut ni garde, ni cri, juste un mouvement bref et furieux. L'épée qui aurait dû protéger le roi mit fin à ses jours. Le sang de l'Achéménide imprégna les luxueux tapis babyloniens. Mais le meurtre n'était que le premier acte. Le plan diabolique d'Artaban était bien plus élaboré. Laissant le corps se refroidir sur son lit, le visage déformé par une douleur et une horreur feinte, il se précipita dans les appartements du 3e fils du roi, le jeune Artaxerxès. Il réveilla le prince et, la voix étranglée par le chagrin, lui raconta un terrible mensonge. Le roi avait été assassiné, et le meurtrier n'était autre que le prince héritier Darius, le frère aîné d'Artaxerxès. Artaban mentait avec une inspiration débordante, brossant un tableau. Darius, grisé par sa soif de pouvoir, n'avait pu attendre la mort naturelle de son père et avait levé la main sur lui pour s'emparer au plus vite du trône. Pour le jeune Artaxerxès, le monde s'était effondré. Son père était mort, son frère, parricide. Le choc, le chagrin, la rage et les murmures venimeux d'Artaban se mêlaient en lui, formant un cocktail explosif. Sans s'accorder le temps de douter, sans chercher à comprendre, il fit irruption, guidé par un conspirateur, dans les appartements de Darius. Le prince aîné, réveillé par le bruit, n'eut même pas le temps de saisir l'accusation. Il ne vit que le visage de son frère, déformé par la fureur, et l'épée levée au-dessus de lui. Ainsi, le sang de son propre frère, versé dans la colère et la trahison, devint le premier pas d'Artaxerxès vers le trône, le plongeant dans le sang avant même son couronnement. Artaban n'était plus qu'à un pas de son but. Les 2 fils aînés de Xerxès étaient morts. Le jeune et inexpérimenté Artaxerxès occupait le trône, tout lui devant et entièrement sous son emprise. Les Khazars étaient de facto devenus les maîtres de l'Empire. Il plaça ses hommes, ses 7 fils, à des postes clés. Le pouvoir semblait déjà entre ses mains. Il ne lui restait plus qu'une étape, se débarrasser du souverain fantoche. Mais l'Empire achéménide était un véritable labyrinthe d'intrigues où chacun surveillait l'autre. Un autre noble influent, Mégabise, gendre du défunt Xerxès, déjoua le complot monstrueux d'Artaban. Il perçut son pouvoir grandissant, son audace. Il rassembla les faits, les rumeurs et les opinions, et comprit qui tenait réellement le couteau cette nuit fatidique. Au péril de sa vie, Mégabise parvint à avertir secrètement le jeune roi. Cette révélation fut plus terrifiante pour Artaxerxès que n'importe quel coup. Il comprit qu'il était devenu un instrument aveugle entre les mains de l'assassin de son père, que ses mains étaient touillées du sang innocent de son frère. L'horreur fit place à une rage froide et calculatrice. Le dénouement de ce drame se déroula dans la salle du trône. Artaban, certain de son triomphe imminent, s'approcha du roi. Peut-être avait-il apporté une coupe de vin empoisonnée, peut-être dissimulait-il un poignard sous ses vêtements. Il était persuadé de pouvoir aisément se débarrasser du jeune homme. Mais il sous-estima Artaxerxès. Le roi était prêt.
Lorsqu'Artaban porta le coup fatal, Artaxerxès fut plus rapide. L'épée qui aurait dû appartenir à l'assassin s'enfonça dans le corps du conspirateur. Les fils d'Artaban, tentant de venger leur père, furent tués par les gardes restés fidèles à Mégabise et au nouveau roi. La conspiration fut réprimée. Une rébellion qui éclata en Bactriane, menée par un autre frère, fut brutalement réprimée. Artaxerxès Ier, surnommé plus tard Longue-Manus, consolida son pouvoir sur le trône. Il devint roi. Mais à quel prix? Il accéda au trône en suivant les traces de son père et de son frère, trompé, exploité, puis devenu un vengeur. Le silence qui régnait au palais après la purge sanglante était trompeur. Ce n'était pas le silence de l'ordre, mais celui de la peur. Dès lors, chaque noble, chaque prince, chaque reine sut, l'allié le plus fidèle pouvait se révéler traître et le vin le plus doux, porteur de mort. Le poison ne se limitait pas à la coupe, il imprégnait le sang même de la dynastie, la corrompant de l'intérieur, génération après génération. L'empire demeurait solide, mais une fissure s'était formée dans ses fondements, vouée à s'agrandir. Les murmures du harem résonnaient désormais plus fort que le grondement des armées sur le champ de bataille. L'empire semblait éternel. Ses frontières, tracées par les lances de Cyrus et de Darius, s'étendaient des sables brûlants de Libye au sommet glacé de l'Hindou-Kouch. Ces routes, pavées de pierres et de la volonté des rois, unissaient des centaines de peuples en un seul organisme, dont le cœur battait à Suse et à Persépolis. Mais même la pierre la plus résistante finit par se fissurer. Et à la fin du vieux siècle avant notre ère, ces fissures étaient visibles à l'œil nu. Tout commença, comme souvent, dans les appartements royaux. À la mort de Darius II, son fils aîné, Arsas, monta sur le trône et prit le nom d'Artaxerxès II. Mais il avait un frère cadet. Un frère dont l'ombre planait plus loin, et plus sombre encore que celle du roi. Il s'appelait Cyrus, Cyrus le jeune. Il était le favori de sa mère, la reine Parysatis, et, plus important encore, il naquit alors que son père portait déjà la tiare. Il était, comme disaient les Perses, né dans la pourpre. À ses yeux, Artaxerxès n'était que le fils de l'héritier, mais il était le véritable héritier. L'ambition, sans appui du trône, se mue en poison. Et Cyrus commença à injecter ce poison dans les veines de l'Empire. Satrape de Lydie, de Phrygie et de Cappadoce, il possédait une richesse et un pouvoir incommensurables. Il avait perçu la faiblesse du centre. Il avait compris que les meilleurs guerriers du monde n'étaient pas les sujets de son frère, mais des Grecs. Forgés dans le feu de la guerre du Péloponnèse, ces hommes, pour qui la guerre était un métier et la mort un risque professionnel, étaient prêts à servir quiconque les payait en or. Et Cyrus paya. Secrètement, par l'intermédiaire de ses agents, il commença à rassembler une armée. 10 000 hoplites grecs, un mur de bronze, de boucliers et de lances, se rassemblèrent sous sa bannière, ignorant le véritable but de la campagne. On leur fit croire qu'il marchait contre les montagnards rebelles de Pisidie. Un mensonge nécessaire pour dissimuler l'impensable. Une marche sur Babylone, sur le roi des rois en personne. Au printemps 401 AVMJC, cette armée s'enfonça profondément en Asie. La poussière s'incrustait dans leurs sandales et se mêlait à la sueur sur leurs visages brûlés par le soleil. Les fleuves laissaient place au désert, les villes aux plaines arides. À chaque pas vers l'est, la supercherie devenait plus flagrante et le chemin du retour toujours plus difficile. Finalement, près de la ville de Cunaxa, non loin de Babylone, les masques tombèrent. Devant eux se dressait l'armée d'Artaxerxès,
une armée innombrable dont le rugissement semblait faire trembler la terre. La bataille était jouée d'avance, mais pas par la simple supériorité numérique. La phalange grecque, cette machine de mort lente et implacable, s'abattit sur le flanc gauche perse et l'écrasa. La victoire était à portée de main pour Cyrus. Il lui suffisait d'attendre que la discipline grecque achève le travail. Mais à cet instant précis, à travers la poussière et les cris, Cyrus l'aperçut. Son frère, Artaxerxès, entouré d'un millier de gardes du corps immortel. La raison céda la place à une haine viscérale. Oubliant tactique, plan et armée, Cyrus se rua sur le roi avec une poignée de cavaliers. Ce n'était pas une bataille pour l'Empire, c'était la querelle personnelle entre deux frères qui débordait sur le champ de bataille. Une lance, un coup, un cri. Cyrus le jeune, né en pourpre, tomba mort dans la poussière babylonienne, foudroyé par une flèche juste à côté du trône qu'il convoitait tant. La rébellion fut écrasée, mais le drame ne faisait que commencer. 10 000 Grecs, victorieux sur leur propre flanc, se retrouvèrent au cœur d'un empire hostile, sans chef, sans but, désespéré. Ce qui suivit entra dans l'histoire sous le nom d'Anabase, la marche des 10 000, leur retraite vers le nord, jusqu'à la mer Noire, à travers des satrapies hostiles, par-delà des montagnes enneigées et au milieu d'embuscades, devint légendaire. Mais pour la Perse, cette légende était une condamnation à mort. 10 000 étrangers transpercèrent le cœur de l'Empire comme un couteau transperce le parchemin. Ils prouvèrent au monde entier, et surtout aux Grecs eux-mêmes, que le grand empire était un colosse aux pieds d'argile. Son immense corps était instable et difficile à maîtriser. Ses satrapes se souciaient davantage de leurs propres intérêts que de la loyauté envers le trône. Ses armées étaient nombreuses, mais impuissantes face à la discipline et à l'acier. La brèche ouverte par la lance de Cyrus devint un gouffre, et le long de cette faille, de nouvelles fissures apparurent. Le règne d'Artaxerxès II, le plus long de l'histoire de la dynastie, devint une ère de lent déclin. La grande révolte des satrapes éclata. Les gouverneurs, censés être les yeux et les mains du roi, prirent les armes contre lui. La Carie, la Phrygie, la Cappadoce et même la Phénicie et la Syrie, la moitié occidentale de l'Empire, furent ravagées par les flammes de la rébellion. Les satrapes frappèrent leur propre monnaie et forgèrent des alliances avec Sparte et l'Égypte. L'Empire achéménide, jadis monolithe, devint une mosaïque cousue de fils grossiers de peur et d'une autorité décrépite. Il fallut des années à Artaxerxès pour réprimer cette rébellion par la trahison et l'or, plutôt que par la force des armes. Il mourut très âgé, laissant derrière lui un royaume en apparence intact, mais rongé de l'intérieur. La cour de Suse était devenue un véritable nid de vipères, où le sang était la seule monnaie du pouvoir. Son successeur, Artaxerxès III, surnommé Ochus, monta sur le trône après la mort de ses frères. Cruel, énergique et impitoyable, il réprima dans le sang les rébellions en Égypte et en Phénicie, les ramenant sous domination perse. Il était de ces médecins qui tentent d'enrayer la gangrène en amputant des membres sans anesthésie. Un temps, sa terreur fonctionna. L'Empire sombra dans la stupeur. Les fissures furent grossièrement colmatées avec du sang et de la peur. Mais les fondations étaient irrémédiablement brisées. Le grand empire achéménide tenait encore debout, mais il vacillait déjà. Et à l'ouest, dans la petite Macédoine, méprisée par les Perses, grandissait un garçon qui pouvait apercevoir ces fissures à des milliers de kilomètres de distance. Et il savait déjà précisément où frapper.
Pendant 2 siècles, le monde achéménide parut éternel. Il s'étendait des rapides glacés du Danube aux sables brûlants de Nubie, des îles de la mer Égée à la mystérieuse vallée de l'Indus. C'était un univers gouverné depuis de magnifiques capitales, Suse, Babylone, Persépolis. Un univers où la volonté d'un seul homme, le grand roi, faisait loi pour des dizaines de peuples. Mais en 334 avant notre ère, une nouvelle étoile, d'une intensité aveuglante, se leva à l'horizon oriental de cet univers. Son nom était Alexandre. Il venait de Macédoine, un petit pays aguerri par la guerre, aux confins du monde grec. Il commandait une armée minuscule comparée aux innombrables hordes perses, 30 000 fantassins et 5 000 cavaliers. Mais il ne s'agissait pas de soldats ordinaires. C'étaient des vétérans dont les pères, comme eux, avaient combattu sous les ordres de Philippe II, le père d'Alexandre. Leur arme était la sarisse, une lance monstrueusement longue de 6 mètres qui transformait la phalange en un mur d'acier impénétrable. Leur force résidait dans leur tactique, affûtée à la perfection. Leur âme était leur roi. Le premier affrontement eut lieu sur les rives du Granique. Les satrapes perses, confiants en leur supériorité, alignèrent leur cavalerie au bord de l'eau, sur la berge escarpée. Ce fut une erreur fatale. Ils s'attendaient à ce que les Macédoniens fassent lentement passer le fleuve sous une pluie de flèches. Ils ignoraient tout d'Alexandre. Sans attendre l'arrivée de toute son armée, il chargea, à la tête de sa cavalerie d'élite, les compagnons, droit dans le courant glacé. Un massacre sanglant s'ensuivit. Alexandre combattit en première ligne, son casque à 2 plumes blanches servant de phare à ses guerriers et de cible à ses ennemis. Un noble Perse faillit l'abattre de son épée, mais fut terrassé au dernier moment par la lance de Clitus le Noir. Au coucher du soleil, la noblesse perse d'Asie mineure gisait morte sur le champ de bataille. La voie vers les profondeurs de l'Empire était ouverte. La nouvelle de la défaite du Granique parvint au grand roi Darius III. Incrédule, il ne pouvait croire qu'une poignée de barbares ait vaincu ses gouverneurs. Il décida alors d'agir personnellement. Darius rassembla une armée immense. Les estimations varient selon les historiens antiques, mais on parle de centaines de milliers de guerriers venus des 4 coins de l'Empire. Fort de cette armée invincible, il marcha à la rencontre de l'envahisseur. Ils se rencontrèrent en 333 à Vépopéthi, J.C. près d'Issos, sur une étroite plaine côtière coincée entre les montagnes et la mer. Darius choisit cet endroit pour couper les communications d'Alexandre. Mais ce fut aussi un piège. L'exiguïté des lieux privait l'armée perse de son principal atout, le nombre. D'immenses masses de guerriers s'entassaient, se gênant mutuellement et incapables de se déployer pour une attaque de flanc. La bataille d'Issos devint un duel personnel entre 2 mondes, incarné par 2 rois. Au centre des lignes perses, sur son imposant char de guerre, se dressait Darius, entouré de sa garde d'élite, les Immortels. Alexandre, comme toujours, mena l'attaque depuis le flanc droit avec sa cavalerie des compagnons. Ayant percé l'aile gauche perse, il ne poursuivit pas les soldats en fuite. Il accomplit l'impensable. Il fit volte-face avec son escadron et frappa droit au centre, là où se trouvait Darius. C'était un coup de lance porté au cœur même de l'Empire. Les mercenaires grecs au service de Darius se battirent avec acharnement, phalange contre phalange. Mais lorsque les aristocrates perses qui entouraient le char du roi commencèrent à tomber les uns après les autres sous l'assaut des cavaliers macédoniens, Darius vacilla. Il vit devant lui la silhouette implacable d'Alexandre, se frayant un chemin à travers les rangs de ses meilleurs guerriers. Le grand roi fit demi-tour
et prit la fuite. La fuite du roi scella le sort de la bataille. L'armée, privée de son symbole et de son chef, se transforma en une foule paniquée. Alexandre s'empara de tout le camp perse, d'innombrables trésors et surtout de la famille de Darius, sa mère, sa femme et ses enfants. Alexandre les traita avec une magnanimité royale, stupéfiant amis et ennemis. Mais pour Darius, ce fut l'humiliation suprême. Son monde s'écroula. Désormais, ce n'était plus lui, mais le parvenu macédonien qui dictait sa loi. Mais Darius ne renonça pas. Il se replia au-delà de l'Euphrate, au cœur même de son empire, et commença à rassembler une armée nouvelle et encore plus redoutable. Il tira les leçons du passé. La prochaine bataille devait se dérouler sur un vaste terrain parfaitement plat, où sa supériorité numérique et sa nouvelle arme secrète, des chars de guerre à essieux en forme de faucilles, écraseraient définitivement les Macédoniens. Le 1er octobre 331 av. JC, les deux armées s'affrontèrent dans la plaine près du village de Gaugamel. Selon certaines estimations, jusqu'à 250 000 hommes se tenaient sous la bannière de Darius. Face à eux se trouvaient les 47 000 guerriers d'Alexandre. Le camp macédonien dormit la nuit précédant la bataille. Alexandre avait confiance en son destin. Le camp perse, en revanche, resta éveillé, éclairé par des milliers de torches. Darius, craignant une attaque nocturne surprise, maintint son armée en état d'alerte maximale, l'épuisant avant l'aube. La bataille commença dans le fracas des chars perses. Ils se précipitèrent sur la phalange macédonienne, cherchant à ouvrir une brèche. Mais Alexandre était prêt. Son infanterie légèrement armée s'écarta, créant des couloirs où les chars s'enlisèrent et furent détruits. Commença alors la principale manœuvre tactique. Alexandre déplaça son flanc droit non pas vers l'avant, mais vers la droite, en biais, étirant ainsi le front perse. Darius lança sa meilleure cavalerie pour le déborder. Une brèche s'ouvrit dans les lignes perses, et à ce moment précis, comme à Issos, Alexandre déploya ses hétaïres et frappa comme un coin dans la brèche. Une fois encore, sa cible n'était qu'un seul homme, Darius, et une fois encore, le grand roi ne put résister à une attaque directe. Il prit la fuite. Une fois encore, sa fuite déclencha une panique générale. La bataille, qui aurait dû être une revanche, se transforma en une catastrophe majeure. La puissance militaire de l'empire achéménide s'évanouit. Après Gaugamel, la chute fut rapide. Babylone ouvrit ses portes et accueillit Alexandre en libérateur. Suse capitula sans combattre, lui remettant le trésor accumulé au fil des générations. Puis vint Persépolis, cœur rituel de l'Empire, cité palatiale, symbole du pouvoir achéménide. Après des semaines de festivités, la ville fut pillée puis incendiée. S'agissait-il d'un acte de vengeance pour l'incendie d'Athènes, d'un froid calcul politique visant à marquer la fin de la dynastie achéménide, ou simplement du caprice d'un vainqueur ivre? Nous ne le saurons jamais. Mais les flammes qui dévorèrent la salle aux 100 colonnes devinrent le bûcher funéraire de toute une époque. Darius lui-même, le grand roi, le roi des rois, devint un fugitif traqué. Il était poursuivi non seulement par Alexandre, mais aussi par ses propres satrapes. L'un d'eux, Bessus, satrape de Bactriane, jugea qu'un roi vivant était un fardeau. Près de l'actuel Damghan, dans une région désertée, Darius fut trahi et mortellement blessé par ses propres hommes. On l'abandonna au bord de la route pour y mourir. C'est là que l'avant-garde de l'armée macédonienne le découvrit. Le dernier roi de la dynastie achéménide,
souverain du plus grand empire que le monde ait jamais connu, mourut de soif dans les bras d'un soldat ennemi. Quand Alexandre arriva à cheval, il aperçut le corps de son ennemi. Il ôta silencieusement son manteau et en recouvrit Darius. Le choc des mondes était terminé. L'un gisait en ruine, l'autre, le monde hellénistique, commençait à peine à renaître de ses cendres. En 330 avant JC, alors que la fumée des dernières batailles n'avait pas encore disparu des montagnes, le souffle enivrant de la victoire animait la Perse vaincue. Alexandre, roi des Macédoniens, hégémon de la Ligue hellénique, maître de l'Asie, se tenait aux portes de Persépolis. Plus qu'une simple ville, c'était une idée gravée dans la pierre. Capitale cérémonielle, trésor de la dynastie achéménide, lieu où affluèrent pendant 2 siècles les présents venus des 4 coins du monde civilisé. En entrant dans la ville, les Macédoniens restèrent figés. Devant eux, des terrasses ornées de reliefs s'élevaient vers le ciel. Des Lydiens menaient des chars, des Éthiopiens portaient des défenses d'éléphants, des Scythes coiffés de bonnets pointus offraient des présents. L'escalier de toutes les nations menait aux portes de Xerxès, gardées par des taureaux ailés colossaux. Et au-delà s'étendait l'Apadana, la salle d'audience de Darius et de Xerxès. 72 colonnes, hautes de 20 mètres chacune, soutenaient un toit de cèdre du Liban. Les murs étaient recouverts d'or, d'argent et d'ivoire. Là, dans la pénombre, les grands rois recevaient les ambassadeurs, décidaient des destins, et l'éternité elle-même semblait figée dans l'éclat froid des métaux précieux. La guerre semblait terminée. Darius III avait fui, son armée dispersée. Alexandre était le maître incontesté, et il donna un festin grandiose, d'une ampleur barbare, pour célébrer la fin de la grande campagne. Imaginez cette nuit-là. Les salles qui avaient été témoins de la majesté de Cyrus et de la sagesse de Darius résonnaient désormais des cris d'ivrogne des Grecs. Étails rois macédoniens et mercenaires grecs, dont les mains se souvenaient encore du poids de la sarisse, brandissaient des coupes d'or. Le vin, pur et épais, coulait à flots, étouffant les voix de la raison et réveillant d'anciennes rancunes. L'odeur du vin et de la viande rôtie se mêlait à l'arôme de l'encens qui flottait encore dans l'air du palais. Les reflets de milliers de torches dansaient sur les bas-reliefs et les figures de guerriers perses sculptées dans la pierre semblaient observer en silence les atrocités des vainqueurs. Alexandre, couronné de fleurs, était au centre de ces réjouissances exubérantes. Ses plus proches compagnons se tenaient à ses côtés, et parmi eux se trouvait une femme, la courtisane athénienne Thaïs, aimée du général Ptolémée. C'est elle qui, au beau milieu du festin, se leva de son lit. Les auteurs antiques, de Plutarque à Diodore, nous ont transmis l'écho de ces paroles. Elle parla de vengeance sacrée pour la Grèce. Elle rappela à tous la plaie vieille de 150 ans qui rongeait encore la mémoire des Grecs. Elle parla des navires perses en mer Égée, de l'acropole d'Athènes incendiée par Xerxès, des temples détruits, des autels profanés. Sa voix, claire et passionnée, perça le brouhaha des ivrognes. Elle déclara que le plus grand plaisir de sa vie serait de parcourir, torche à la main, le palais des rois, qui avait réduit sa ville natale en cendres, et de le faire sous les yeux de toute l'Asie. Que le monde voie l'orgueil perse châtié par la main d'une Athénienne. Ces paroles trouvèrent un écho favorable. La foule ivre rugit, réclamant des torches. Quelqu'un cria que seul Alexandre avait accompli un tel acte. Et alors, comme l'écrit Plutarque, le roi, emporté par l'impétuosité, se leva d'un bond.
Il rejeta les guirlandes, s'empara d'une torche et marcha en tête du cortège frénétique. C'est lui-même qui lança la première torche. Puis vint Thaïs. Et alors, des centaines de flammes s'enflammèrent sur les tapisseries, les panneaux de bois, les poutres de cèdre sculptées. L'incendie, né d'un caprice d'ivrogne, prit une ampleur incontrôlable. Il dévora avidement le bois sec, imprégné de la chaleur accumulée pendant des décennies. Les flammes s'élevèrent vers le ciel, consumant des étoffes inestimables de Babylone et des meubles sculptés d'Égypte. On n'entendait plus que le craquement des cèdres centenaires et le grondement des plafonds qui s'effondraient. Les colonnes de l'Apadana, témoins silencieux de 2 siècles d'histoire, rougeoyaient et commencèrent à s'écrouler, ensevelissant trésors et souvenirs sous leurs pieds. L'or et l'argent fondirent, coulant en ruisseaux le long des marches de marbre. Les réjouissances frénétiques se poursuivirent au son de cette agonie monumentale. Les Macédoniens dansaient et chantaient, leurs silhouettes se déployant frénétiquement dans la lueur des flammes, projetant des ombres gigantesques et monstrueuses sur les murs encore debout. Ils voyaient ce feu non comme une tragédie, mais comme un triomphe, un bûcher funéraire symbolique pour tout l'empire perse. Mais lorsque le soleil du matin, pâle et impassible, se leva sur la carcasse calcinée du palais, l'ivresse se dissipa, ne laissant que l'amertume de la cendre. Selon certaines sources, Alexandre regretta son geste. Il n'y voyait pas un symbole de vengeance, mais la destruction insensée d'une œuvre d'art magnifique. Un acte qui le plaçait, lui, conquérant et civilisateur, au même rang que le barbare Xerxès. Était-ce une décision spontanée, prise sous l'effet de l'alcool? Ou un calcul politique froid, mis en scène comme un spectacle, un acte destiné à montrer à tous, de l'Inde à la Grèce, qu'il n'y aurait pas de retour en arrière, que la dynastie achéménide était morte et enterrée sous les cendres de son propre destin. Nous ne le saurons jamais avec certitude, mais le fait est là. Ce n'est pas seulement un bâtiment qui a brûlé cette nuit-là, c'est une époque qui s'est éteinte. L'incendie a consumé non seulement de l'or et du cèdre, mais aussi des archives inestimables, des chroniques et des textes sacrés zoroastriens. Les cendres de Persépolis sont devenues la pierre tombale du premier empire mondial de l'histoire. Et aujourd'hui, au milieu de ces ruines majestueuses, parmi les fragments de colonnes calcinées par les incendies de 23 siècles, nous voyons bien plus que de simples traces de destruction. Nous voyons le paradoxe d'Alexandre, le grand créateur et le grand destructeur, l'homme qui a porté la culture hellénique en Orient, mais qui a réduit en cendres son plus grand trophée. Il voulait bâtir un monde nouveau, mais il a commencé par raser l'ancien. Tel fut le destin, un destin inscrit dans le feu et le vin sur les pages de l'histoire, un destin dont les échos résonnent encore entre les pierres silencieuses de la cité morte.